Bonjour et bienvenue dans Histoire inspirante. Est-ce que vous avez déjà rencontré un monstre sacré? Eh bien, ça tombe bien, il est là aujourd'hui. Ce monstre-là, c'est Pascal Rodet. Alors, je dis amicalement, bien sûr, monstre sacré, puisque si vous avez été dans la jeunesse adventiste un jour, dans des camps, vous ne pouvez pas ne pas le connaître. Mais peut-être qu'aujourd'hui, vous allez découvrir une autre facette de lui. Pascal nous raconte son histoire inspirante. Bonjour Pascal, Bonjour Philippe, heureux de t'accueillir dans cette émission. plaisir partagé. Je sais que je connais une personne, je crois, qui va regarder cette émission. Oui, alors j'en connais une aussi, oui. Alors il ne faut pas que j'oublie de la prévenir, ou alors ce sera peut-être la découverte quand elle regardera hebdomadairement l'émission. En effet, oui, c'est Nathalie, ma femme. Alors on salue Nathalie au passage. En tout cas, on est content de t'avoir de ce côté-là, de la Mhm. caméra, et de pouvoir passer ce temps ensemble dans cette émission d'Histoire inspirante. Pascal, je vais te vieillir, hein, je suis désolé. Ah, Je bah, te préviens. Hein. depuis quelques années, c'est un peu ça déjà, oui. Pascal, tu as été mon directeur de colonie quand j'étais petit. Voilà, Oui, j'avais 8 ans. 8 ans. Voilà. Ok. Mais tu as été directeur de camp pendant de très nombreuses années. On va y revenir dans un Oui, instant. Tu es pasteur avant toute Mhm. chose, mais tu n'es pas né pasteur. Non, je ne suis pas sorti comme ça de ma naissance en tant que pasteur, en effet. Et tu n'es pas né non plus dans l'église adventiste. Non Peut-être plus, non plus. certains ne le savaient pas. Mhm. Tu es dans une famille. Alors, comment on va la qualifier cette famille? Atypique? Atypique, oui, et un peu général, j'ai envie de dire. Hein. Il n'y a pas de nouveauté. Je pense que dans toute famille, on a toujours des familles qui sont un peu, alors je ne vais pas dire compliquées, mais avec une vie telle qu'ils peuvent la découvrir et la vivre comme ils peuvent. Hein. Ça, c'est une réalité. Alors, des parents avec deux visions du monde différentes. Oui, oui, oui. Euh, il y a toujours eu un peu de difficulté d'ailleurs à m'en parler quand j'étais enfant. Il a fallu attendre mon adolescence et 16-17 ans pour que ma mère commence à m'expliquer un peu la situation familiale que je ne connaissais pas avant. Même si je vivais, mais on ne le disait pas. Mhm. Hein. Je suis de famille d'un père qui a été pendant un court moment croyant, chrétien, pratiquant, qui a converti mon grand-père d'ailleurs. Et de l'autre côté, une mère d'une famille communiste. Mhm. Et communiste de chez communiste. Donc un peu atypique en effet. Tu grandis dans cette famille, on ne parle pas de foi dans cette famille, ou très très peu. Alors on ne parle pas de foi pour la bonne et simple raison, c'est que mon père ayant eu un peu de désagrément avec la foi, ne voulait pas qu'on en parle. Mhm. Et ne voulait pas d'ailleurs que ma mère découvre quoi que ce soit. Mhm. Et j'ai vite compris que mon père, qui a trouvé ma mère dans un milieu complètement athée, c'était aussi pour continuer à casser un peu ce mythe en lui. Alors toi, tu es enfant, tu grandis dans ce foyer-là. Est-ce qu'à ce moment-là, toi, tu as une notion de foi ou une recherche spirituelle particulière à ce moment-là? Je n'ai pas de recherche spirituelle. Ce que j'ai par contre, c'est les quelques bribes Mhm. d'histoire biblique que mon grand-père, avec ma sœur d'ailleurs, nous racontait. Mhm. Hein. Il était assez heureux de pouvoir nous échanger avec quelques livres avec des dessins de la Bible et des histoires de la Bible. Ça, oui, ça, on a été très souvent imprégné de ça. Mais c'était quoi? C'était juste pendant les vacances quand tu allais chez ton grand-père, Alors, du coup? non, on habitait pas loin de mon grand-père, donc c'était assez régulier. Mhm. Mais il n'y avait pas de pratique Ouais, familiale, religieuse. religieuse. Ouais. C'était quelque chose qui était vraiment des bribes avec mon grand-père. Ouais. Qu'est-ce que tu gardes en mémoire de ce grand-père? Alors, grand-père paternel, c'est ça? Paternel, tout à Voilà. fait. Donc, c'est en effet le père de Le mon père. paradoxe, c'est ton C'est père qui le voilà, convertit son père, ton exact. père convertit son père, Ouais, ton père abandonne la foi, c'est et ça. c'est lui qui finalement devient le référent spirituel pour toi. Voilà, tout à fait. C'est une image qui est assez impressionnante. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a vraiment été important dans ma vie Mhm. en général et pas que religieuse. Il y a le côté religieux ces fameuses petites histoires qu'il nous racontait, Mhm. mais il y a aussi une certaine valeur, une certaine valeur de la vie qui Mhm. était très important et imprégnant chez lui. Je me souviens
Une petite histoire assez rapide, mais je le dis souvent parce que pour moi, ça a été un des fondements de ma relation beaucoup plus ouverte vers l'extérieur. Je devais avoir 17-18 ans et il est en train de planter des arbres fruitiers dans le jardin. Et je lui dis, ah, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Alors, je lui dis, ben, il me dit, je suis en train de planter des pêchers. Ah, alors moi, la pêche, une bonne pêche bien juteuse, c'est extraordinaire. Donc je lui demande, ah, mais c'est génial, on va bientôt pouvoir en manger. Alors il me dit, non, là, il faudra encore attendre 3-4 ans avant d'avoir les premiers fruits. Et puis alors, dans ma petite tête de jeune, ça tourne, ça calcule. J'ai pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Il rajoute, et encore, les premiers fruits qui arriveront pendant 2-3 ans, je les enlèverai avant maturité pour permettre à l'arbre de grandir. Et là, mais la parole sort avant la réflexion. Je lui dis, oh, mais tu seras mort. Et là, je me rends compte après coup de la bêtise. Je me dis, oh là là, je vais m'en prendre une, là, c'est pas possible. Mais non. Il me dit, alors oui, c'est possible. Mais je ne plante pas cet arbre fruitier pour moi, je le plante pour ceux qui viendront après. Et là, j'ai appris quelque chose que, voilà, c'est une des premières valeurs, enfin, pas une des premières, mais une des valeurs que mon grand-père m'a donné. Et ça marque beaucoup plus que toutes les choses à apprendre par cœur, des choses comme ça. Quand tu passais ce temps avec ton grand-père, j'imagine que peut-être parfois à la maison, il devait y avoir des tensions, non, justement, de ton père. Il y avait des tensions, oui. Encore plus de tensions lorsque ma mère commençait à avoir un intérêt pour la religion et pour la foi. Et là, ça commençait à être un peu compliqué parce qu'en effet, mon père savait exprimer, sans violence, mais savait exprimer son désaccord. Et donc oui, ça a été assez tendu, oui. T'as eu envie de connaître un peu plus ce papy, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, dans sa foi, ou c'est resté d'un point de vue des valeurs? Alors, on habitait Châteauroux, ville un peu paumée du Berry, du centre de la France, et je sais qu'avec mon grand-père, il y avait un ou deux autres adventistes, et ce petit groupe était rattaché à l'église de Bourges. Alors, de temps en temps, il allait une fois par trimestre au moins pour la Sainte-Seine. En tant que jeune ado, j'y allais peut-être une fois ou deux par an, mais sans plus. Et puis ça faisait, après, au bout d'un moment, pas mal de temps que j'y suis jamais allé. Mais voilà, il n'y avait pas de pratique religieuse, non seulement dans la famille, mais y compris dans une église. Il n'y a pas de pratique, mais un jour, cependant, ton grand-père t'invite à venir à une de ces fois où il va à l'église pour ce temps de Sainte-Seine, un temps particulier quand même dans l'église adventiste où... Ouais. En plus, c'est une pratique, on ne la voit pas à la télé quelque part. Ce n'est pas quelque chose, on le découvre sur le tas, tout d'un coup, on se met pieds nus, on lave les pieds les uns des autres. Donc, il y a quand même chose d'atypique. Tu avais déjà vu des Sainte-Seine ? Alors, pas vraiment. C'était à l'époque où le peu de Sainte-Seine qu'on voyait, c'était uniquement le partage du pain et du vin. Et puis, dans ma tête, c'était, voilà, j'y vais parce que, tiens, ils avaient envie, pourquoi pas aller les voir, mais sans un grand intérêt, quoi. Mais là, toi, ça te parle différemment ce jour-là? Alors, ça me parle différemment pour plusieurs raisons. C'est fait partie d'une de mes premières rencontres qui a énormément changé ma vie. Je devais avoir à peu près 18-19 ans. Je devais faire d'ailleurs, pour la petite histoire, mon service militaire. C'était obligatoire encore à l'époque. Et dans ma tête, ça faisait plusieurs années que dans mon objectif, c'était d'avoir un métier bien particulier. Je voulais être gendarme. D'ailleurs, je l'avais déjà depuis le collège. Et un jour, le professeur d'italien auquel je lui dis ça, simplement, il me dit « Mais non, Pascal, tu ne peux pas faire ça. Tu seras trop gentil, toi. » Alors, je lui ai dit « Bon, à l'époque, je n'avais pas compris exactement ce qu'il voulait parce que pour moi, la gendarmerie, c'était... » Donc, c'était parti. Donc, je voulais faire mon service militaire en tant que gendarme et puis après, continuer dans le métier. Et puis, à un moment donné, il y a mon grand-père qui me dit « Écoute, Pascal, là, c'est Sainte-Seine. Est-ce que tu veux venir avec moi ?» Ça faisait des mois, voire 2 ans ou 2-3 ans que je n'avais pas mis le pied à l'église. Pourquoi pas ? Donc, j'y vais. Et là, je rencontre en effet le pasteur de l'époque à Bourges. Pour ceux qui le connaissent, Richard Elofer. Et je discute avec lui.
Je discute avec lui, je discute avec sa femme, parce que sa femme s'occupait des jeunes, et en particulier des tisons, et des explos. Et en discutant, il m'explique un peu. Alors ça, c'était après la Sainte-Seine. Alors c'est vrai que on n'a pas le même regard d'un âge à un autre, Ouais, donc c'est impressionnant et tout. Il y a quelque chose de particulier. Donc il y a le repas après, et puis c'est là qu'on se met à discuter. Et il m'expose un peu ses projets qu'il veut à Bourges, à l'église de Bourges, avec, à l'époque c'était le CESA, Centre éducatif et social adventiste. Et il me dit, voilà, je recherche un objecteur de conscience. Objecteur de conscience, c'est quoi? Je dis, bah, c'est à la place. Alors il m'explique. Alors, pour les plus jeunes, Oui. c'était quand on ne voulait pas ou qu'on voulait s'engager plutôt dans le civil que dans le militaire et que le service était obligatoire, le service militaire obligatoire. Voilà. On pouvait donner de son temps, sauf qu'il fallait doubler le temps. C'est C'était ça. 2 ans. Au lieu d'1 an, c'était 2 ans. Et encore, Voilà. à l'époque, c'était plus que 10 mois à l'armée. Mais là, on avait quand même 24 mois. Ça, c'était sûr. Ouais. Donc oui, en effet, c'était ça. Et donc il m'explique les raisons pour lesquelles le côté social, le côté ouvert vers les autres, le côté être au service des autres. C'est des mots qui m'ont beaucoup parlé. Alors, gendarme, oui, il y a quand même un côté service, il y a quand même un côté ouvert vers les autres, protection quand même. Et ça j'aimais bien ce côté-là. Et puis voilà sa femme qui me parle avec le côté jeune, elle cherche un animateur ou en tous les cas quelqu'un qui puisse l'aider. J'avoue que j'ai toujours aimé le scoutisme, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup... Mais comme on ne parlait pas de religion, et chez nous, le scout laïque n'existait pas trop, c'était plus un scout soit catholique, soit protestant. Donc non, dans la maison on n'en parlait pas. Et puis, à force de parler avec lui, je me dis, mais tiens, il y a quand même une réflexion. Et alors, moi, je crois que Dieu connaît un peu le tempérament des uns des autres, et il me connaît. Dès que je commence à parler, à réfléchir, il me faut du temps pour accepter. Je ne vais pas faire, c'est pas moi de baguette magique, non. Ça va m'arriver d'ailleurs pour la deuxième épisode de ma vie. Et je rentre à la maison, ça me triture la tête, À l'époque, je ne faisais pas un moment de prière, parce que on priait. Hein, oui, parce qu'on a compris, ton arrière-plan n'était pas du tout religieux. Voilà, c'est ça. Et là, une porte s'ouvrait vers quelque chose d'assez particulier. Le religieux, en tout cas en lien avec le religieux, mais qui n'est pas religieux. Ce n'était pas du tout quelque chose de l'ordre spirituel. C'est ça. Même si quelque part, il y avait ce côté de la parole du pasteur, où il y a... Voilà, on sentait qu'il y avait le vécu forcément en tant que pasteur, mais je sais pas, la façon qu'il le présentait, j'avais l'impression vraiment, a posteriori, vraiment la vie de Jésus quoi, dans cette histoire-là. Donc voilà, et à un moment donné, je leur dis, si tu veux, je suis d'accord, je vais faire objecteur de conscience. Alors, c'était assez radical quand même, de changer de gendarme à objecteur de conscience, c'était un peu particulier. Et donc j'ai prévu de faire mes 2 ans d'objecteur de conscience au CESA de Bourges. Bon là, inévitablement, je suis obligé de te poser la question, qu'est-ce qu'il en a pensé, papa ? Alors, ça c'était la première étape, la plus douloureuse à faire, c'est d'annoncer à mon père, voilà papa, en fin de compte, je vais pendant 2 ans être dans l'église adventiste pour m'occuper du CESA. J'ai un père très introverti dans ses pensées, donc il suffit de voir son visage pour savoir que ça ne va pas du tout, mais il ne le dira pas. Mais il fallait que je passe quand même par ça, et je savais que c'était toujours un peu compliqué, d'autant plus que dans toute ma vie, on n'a jamais eu une discussion ouverte avec mon père. Quand je dis ouverte, c'est-à-dire humain, enfin... Cœur à cœur. Cœur à cœur. Ça n'existait pas dans notre... Alors, ça, c'est du rodé quand même, parce que mon grand-père était un peu comme ça aussi, mais pas autant. Il y avait quand même beaucoup plus d'ouverture. Mais mon père, c'était assez compliqué. Donc ça a été la première étape très, très compliquée, en sachant que mon père a accepté de continuer la carrosserie de mon grand-père, et que pour lui, c'était logique que son fils prenne le relais. Et ça aussi, c'est plutôt a posteriori. Je pense que s'il est resté à la carrosserie et il a voulu la faire vivre au mieux, c'est pour me donner l'héritage. C'était obligé.
Il ne me l'a pas dit ouvertement encore une fois, mais ça s'est senti. Tu es revenu plusieurs fois sur cet aspect-là. Peut-être on va en reparler on va en parler de ton papa. Tu m'as donné l'autorisation d'en parler. Oui. Tu l'as déjà dit 2 fois en quelques instants, de ces non-dits. Et je sais que c'est quelque chose qui va te marquer, toi. Et ça reste finalement de ce manque de dialogue, parce qu'aujourd'hui, tu es quelqu'un de très ouvert, très exubérant, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas très jovial, Tout à fait, très accueillant. Ouais. Mais il y a cette part peut-être justement plus voilée, qu'on ne connaît pas de toi, de cette relation à ton père qui, elle, était beaucoup plus difficile finalement. Alors oui, pour plusieurs raisons. Le côté extraverti que je suis, joyeux, etc., ça c'est ma mère, parce qu'elle a toujours été un peu ça. Ce qui n'empêchait pas que quand même, du côté de mon père, ça a toujours été un peu compliqué. Il est mort assez jeune, puisqu'il est mort à 43 ans, d'une cirrhose du foie. Donc, je n'ai pas besoin d'expliquer comment ça s'est passé. Et pour un jeune, avec sa mère, je ne me souviens plus de l'âge exact que j'avais, mais j'ai encore les images. C'est compliqué de sortir son papa des toilettes parce qu'il est ivre. Ça a marqué. Et quand il commençait comme ça, j'étais de plus en plus embêté. Mais impossible de le dire ouvertement de mon inquiétude. Jusqu'au jour où, je me souviens encore une fois, on était au salon, on était assis, il était à peu près bien. Et c'est là que j'ai commencé à dire à mon père, bon là, papa, il faut qu'on parle. Rien que ce mot-là, c'est jamais eu. Tu veux dire que tu t'es dit, il faut qu'on parle, mais tu n'as jamais réussi à le dire à ce moment-là, il faut qu'on parle? Même ça, non, il faut qu'on parle, je ne l'ai jamais dit. D'accord. Et après avoir dit ça, j'ai dit, je suis très inquiet de toi. Tu bois, tu vas finir par être malade, ça va mal se terminer. Franchement, il faudrait que tu fais quelque chose. Alors, la seule réponse, oui, c'est vrai. Ça s'arrêtait là. Alors on réessaye, on s'est dit, bon, il a l'air d'écouter sans s'énerver, donc on continue. Oui, c'est vrai. J'ai dit, mais pas possible ça. Et à un moment donné, je lâche. Tu sais, papa, la chose, ce que j'ai peur le plus, c'est que tu meurs avant de voir mes enfants. Et c'est vrai que c'était quelque chose d'assez compliqué. Le problème, c'est que ça s'est passé. Il était présent à mon mariage, il n'a jamais vu mes enfants. Au jour d'aujourd'hui, je veux dire, il y en a des dizaines de milliers à qui ça se passe, des centaines de milliers. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. La seule différence, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une vie normale et naturelle qui n'a pas eu lieu. Parce que pour moi, ça restait quand même la famille, ça restait, on est ensemble, il va y avoir des enfants qui vont être tes petits-enfants, etc., etc. Et après, j'ai plus d'autres discussions, c'était fini. Tu me disais, quand on a préparé un peu cette émission, que pour toi, de cet épisode-là douloureux de ta vie, il y a une chose que tu retiens, c'est ce besoin de se dire les choses au bon moment. C'est quelque chose, en effet, qui est important. Ce que je me rends compte que parfois, je ne le dis pas forcément en temps et en heure non plus encore. Je me dis parfois, d'ailleurs, que je suis plus à l'aise avec des gens de l'extérieur qu'avec ma propre famille. Parce que, on essaye, mais il y a toujours un peu cette inquiétude. Je ne sais pas exactement ce qu'on pourrait rajouter de plus, mais c'est ainsi. Mais je suis très soucieux en tous les cas, oui, de discuter, d'être... c'est la joie, quoi. On est ensemble, on vit des choses ensemble. S'il y a un problème, dis-moi, comment, qu'est-ce qui se passe, je suis là, etc. Donc oui, pour moi, ça a été un peu la peur de revenir comme mon père, quoi, quelque part. Bon, les garçons, il y a 2 garçons, on leur fait un petit clin garçons. d'œil, on les salue. Papa vient de s'ouvrir, il vient de vous dire quelque chose. Ton parcours de foi, on revient sur ce moment en fait où tout d'un coup tu te dis tiens, je vais m'engager,
je pense que tu n'avais pas encore totalement conscience de là où tu Non, t'engageais, pas où du tu tout. mettais les pieds. Non. L'église adventiste, c'était... Ouais, Oui, tu avais déjà entendu ce nom-là, mais c'était quelque chose d'assez abstrait tout encore à pour fait, toi. tout à fait. Comment ces 2 années de service vont... Est-ce qu'elles vont changer quelque chose? Enfin, ma question, elle a déjà sa réponse, mais qu'est-ce qu'elles vont changer, ces 2 années de service? Alors, les 2 années de service ne vont pas changer quelque chose, elles vont construire quelque chose. Ce qui a changé, c'est les 3 mois entre le moment où j'ai rencontré le pasteur, ouais. Richard Eloffer, où j'ai commencé l'animation Bourgeon, Tison Explo, à Bourges, avec Donc les Liliane, scouts, sa femme, ouais. les scouts. Euh, et ça voulait dire que je devais revenir plus souvent à Bourges. Donc ça, c'est aussi un engagement que je devais faire jusqu'au moment où je m'engage, ce qui était en septembre, parce que c'était là courant, grosso modo, au mois de mai où je suis allé. Non, même avant, mars où je suis allé. Donc mars, je lui dis oui, donc en septembre 2084. Et puis mon grand-père, au bout de quelques semaines, qui voit, tiens, je m'en vais à Bourges, à chaque fois qu'il y a des activités JA pour être là-bas, etc. Il me dit, tiens, il y a une assemblée administrative. Alors, assemblée administrative, d'abord, rien que le mot administrative, ça peut déranger quand même. Oui, c'est original d'inviter un jeune dans une Alors, assemblée ça, c'est clair. administrative. Ça, c'est clair. Il me dit parce que je suis délégué et donc je vais alors à l'époque c'était à Vittel, donc dans cette assemblée de la Fédération France Nord où il y a tous les délégués, où ça parle administratif. En effet, c'est pas le truc le plus glamour quand même. Juste avant, enfin pendant ces quelques semaines où j'ai fait de l'animation, Richard m'a parlé des camps et je m'étais inscrit comme animateur. Au mois de juillet et au mois d'août, parce que tant qu'à faire, pourquoi une seule, tant que 2 mois en tant qu'animateur dans des camps mois de juillet et mois d'août. Donc arrive le mois de mai, juste avant ces camps, et j'étais content parce que j'y allais dans un esprit où, je voulais savoir un peu ce que c'était l'adventisme d'une façon plus concrète, 2, rencontrer des gens, parce que moi je connais que ceux de Bourges dans cette histoire, et de Châteauroux quand même, il y a eux aussi. Et voir un peu comment ça fonctionnait. Pas baptisé, pas d'études bibliques, pas rien. On le précise, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Ouais. Donc, les jours passent, je regarde, j'aide aussi à l'animation des jeunes pendant Vittel, pendant l'assemblée. Et mon grand-père, il est là. Je suis dans la chambre avec lui pour l'hôtel. Alors, je précise ça parce que la suite est importante. Le vendredi soir, la fin du concert, comme d'habitude, est finie, etc. Tout le monde sort de la grande salle. Et puis mon grand-père dit, bon, allez, on rentre. On rentre à l'hôtel. Puis à un moment donné, je lui dis, mince, j'étais venu ici pour rencontrer du monde. Maintenant que ça a l'air d'un peu plus cool, après les questions administratives, je dis, allez, il faut quand même... Bon, je dis à mon grand-père, écoute, je te laisse aller à la chambre et puis je retourne. Alors j'essaye de voir, de discuter. J'ai rencontré d'ailleurs les directeurs auxquels je serai animateur à ce moment-là. Et je ne sais pas pourquoi, je rentre de nouveau dans la grande salle. Et dans cette grande salle, ils sont en train de répéter un appel qu'il va y avoir le lendemain. Un appel pour être pasteur. Je lui dis, bon, ça, c'était pas du tout dans la question de quoi que ce soit. Toi, t'es pas au bon endroit au bon moment. Là. Mais non, c'est ça. Je veux dire, il n'y a rien de logique dans cette histoire. Et je m'installe parce que je regarde. Voilà, je me dis, je vais regarder. Donc, ils font toutes leurs répétitions. Je sors avec beaucoup plus de questions que quand je suis rentré. Et je pense que là, c'est pas que je pense, j'en suis sûr, j'ai eu un appel de Dieu à ma manière, dans le sens où je ne suis pas du tout appel. Moi, il me faut non, tu me dis de me lever pour aller, non, c'est même pas la peine. Dès que j'entends ça, j'y vais pas. Voilà, je me crispe. Et Dieu le savait, ça. Mon petit bonhomme, je vais te prendre autrement, toi. Parce qu'à un moment donné, à l'avoir entendu, j'ai toute la nuit pour y réfléchir. J'ai du mal à dormir parce que ça me travaille. Et quelque part,
c'est pour ça que je dis, je vois la main de Dieu ici, parce que alors, je ne sais pas si c'est mon côté têtu, mon côté berrichon ou mon côté je ne sais pas quoi, mais il faut que ce soit réfléchi avant de m'engager. Et le lendemain, samedi, alors qu'ils le font, il y a le vrai appel. Le vrai appel, et là je me lève. Mais je me lève parce qu'avant j'avais décidé de me lever. Ouais. Toujours pas d'études bibliques, toujours pas de baptême, rien du tout. Ouais. Alors forcément, c'était un appel pour être pasteur et donc pour aller étudier à Collonges. À ce moment-là, forcément, mon pasteur, Richard Eloffer, je n'ai pas encore commencé objecteur de conscience, d'un seul coup, le voilà qui s'engage. Mais j'ai trouvé Richard vraiment extraordinaire parce que il a pris soin de cet appel. Il a pris soin de mon engagement, ainsi que sa femme d'ailleurs, où j'ai eu beaucoup de joie de travailler avec elle. Et ils m'ont tous les deux vraiment engagé, soutenu, parce que parfois, pendant Objecteur de conscience, j'avais encore des doutes et tout ça, mais ils étaient vraiment attentionnés c'est là par que tu rapport vas à ça. commencer les études. Et c'est là que je vais commencer les études, et c'est là qu'au bout d'un an, je vais me faire baptiser. Ouais. Et c'est assez, voilà, dans la logique, ça y est, c'est fait. En tous les cas, avant d'arriver à Collonges, j'étais tout à fait précis et engagé dans ce que je voulais faire. Je suis bouche bée. Non, parce que ton parcours, il est profondément atypique. Ah oui, il y a une réalité de... voilà, d'abord, on dit aux gens, prends le temps, etc. Et tu as tout monté à l'envers, quelque part. Oui, c'est ça. Mais quand on a préparé encore une fois cette émission, tu me disais, il y a deux choses que toi, tu as envie de transmettre. La première, c'est les rencontres que tu as eues. Alors, on a parlé de ton grand-père, on parlera d'autres personnes. Et puis, il y a une chose que tu viens d'évoquer, qui est pour toi quelque chose d'important. C'est cet apprentissage du lâcher-prise et d'accepter que Dieu te bouscule. Et tu as utilisé une formule que tu me disais quand on en parlait, c'est ok, je me laisse porter, quoi. C'est plus à moi de gérer. Presque une forme de, alors je vais le mettre comme ça, peut-être de déresponsabilité. C'est plus mon problème, c'est le tien. Est-ce que c'est un peu de ça ? Alors, c'est un peu de ça. Il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les rencontres que j'ai faites, alors en effet, il y a mon grand-père avec toutes ses valeurs qu'il m'a apprises. Il y a Richard, qui lui aussi, et Richard et Liliane, sa femme, donc qui eux aussi ont été des acteurs très importants dans cette rencontre. Il y a aussi mon directeur de stage quand je suis devenu pasteur. Ça, c'est après les études de théologie. Ça, c'est après les études de théologie où j'ai eu la chance d'avoir un directeur qui était accompagnant, qui me... Voilà, moi, c'était un plaisir d'être stagiaire. Il m'a montré les différents travaux. Et c'est vrai que ça, c'est très important aussi de cette relation. C'était José Élisée, d'ailleurs, pour ceux qui le connaissent. Donc ça, c'est des rencontres très importantes, des rencontres aussi dans l'animation avec des directeurs de camp vraiment toujours très intentionnés. Ça, ce sont les rencontres, d'accord ? Et je crois qu'au travers de ces rencontres, je me suis mis à dire il faut que je sois un bon pasteur, un bon animateur, alors très vite un bon directeur, puisque j'ai commencé à être directeur de camp quand j'ai fait Collonges, quand j'ai fait mes études de théologie. Il faut. Le devoir. Le devoir. Et alors, ça l'est encore un peu, on ne va pas se cacher, mais à un moment donné, je me voyais très bien dans une ligne de carrière très précise où je dois faire telle chose, ça va se faire, ça je vais devenir ça, etc. Très vite, alors c'est surtout par rapport à la jeunesse, où pasteur, moi j'aimais bien, j'ai eu de belles joies avec mes 10 ans de pastorat dans des églises locales.
où j'ai découvert des gens aussi assez extraordinaires. Mais j'aurais bien aimé être à la jeunesse à plein temps. Ça, moi, ouais, j'attends. Et à chaque fois, non. Ouais. Alors ça m'a, de temps en temps, ça m'a frustré. Ouais, Hein, ouais. et jusqu'au jour où je dis, Pascal, qu'est-ce que t'as énervé à être frustré comme ça? Et j'ai dit au Seigneur, écoute, je ne sais pas quel est ton plan pour la suite. Maintenant, je te laisse. C'est ton job, c'est ta volonté. Je n'ai pas à savoir qu'est-ce qui va être, ce que absolument je veux faire, etc., etc. C'est toi qui le sais et c'est toi qui sais le mieux. À partir de là, et c'est là, ça m'a, ben, ça y est, je suis devenu responsable de jeunesse, alors que j'avais déjà fait une croix dessus. Hein. Responsable de jeunesse à la Fédération Nord. Et encore une fois, on était installé avec ma femme gentiment pour plusieurs années dans l'église locale où on était. En Alsace à l'époque. En Alsace à l'époque. C'était même c'était à de bons moments aussi, une belle région, tout ça, des membres d'église avec qui on avait de bons contacts. On s'est dit, bah non, ah bah non, pas maintenant, Seigneur, oh. Et si, bon, alors ça a été assez compliqué avec Nathalie dans le sens où on s'était dit, mais on est installé et ça a été un peu frustrant. Mais le problème, c'est que j'avais dit, maintenant, c'est toi, c'est ton problème, hein, Seigneur. Donc, il fallait assumer. Et donc, là, j'ai dit, OK, on y va, responsable de jeunesse. Et depuis ce temps-là, j'en fais un peu mon leitmotiv. C'est-à-dire qu'avec ma femme, chaque fin de mandat, on s'est dit, bon, voilà, moi, je ne sais pas ce que ça va être. Nous ne savons pas ce que ça va être. On est prêt à déménager, on est précis. Je ne veux plus faire de plan sur la comète. Ce n'est pas mon problème, c'est le problème de Dieu. Parce qu'il y a un cycle. Hein. Tu parles de fin de mandat, c'est tous les 4 ou 5 ans. Voilà. Il y a des élections et reconduit par reconduit. Et, exactement. Et à partir de ce moment-là, tu as complètement abordé ton ministère différemment. Complètement. C'est-à-dire que à un moment donné, je me disais, dans la logique, j'avais fait mon deuxième mandat, bientôt la fin du deuxième mandat à la Fédé Nord. Je dis, bon, bah, c'est naturel que je redevienne pasteur local. J'étais dans une logique. Et puis j'avais dit, bon, bah, après, c'est toi qui vois. Et c'est là que nous sommes appelés à l'union. Ah ouais, mais là, attention, là, on passe à autre chose. Union des fédérations. Union des fédérations, donc c'est l'étage au-dessus, voilà. Et c'est reparti. Bon, bah Seigneur, on y va. Hein. Et à chaque fois, c'était ça. Ouais. Et à chaque fois, Dieu, bah, là, non, j'ai rien à regretter quoi que ce soit. Ouais. C'est... Deux lignes, le lâcher-prise et les rencontres. Oui. Ça, c'est deux choses qui ont guidé ton ministère. Ouais. Peut-être un petit peu de la JA, une grande période à la JA. Alors, tu l'as parlé par rapport au lâcher-prise, mais tu en as peut-être moins parlé dans des rencontres. Tu as parlé un peu des directeurs, mais c'est aussi et surtout peut-être beaucoup de rencontres de jeunes, des animateurs, mais aussi des jeunes dans les colos, dans des rencontres, dans des communautés, différentes communautés. Qu'est-ce que tu retiens de ces rencontres avec ces jeunes-là? Comment ça t'a construit, même en tant que pasteur, en tant qu'homme, en tant que papa, en tant que mari? Alors, avec les jeunes, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors, je le vois encore plus maintenant que j'y suis plus et que je m'occupe d'autres tranches d'âge. D'autres jeunes. D'autres jeunes. Les découvertes avec les jeunes, c'est des découvertes... mais tu parles franco, quoi. Ils te renvoient tout à fait franco. Il n'y a pas de langue de bois, on est ouvert, on s'amuse. Il n'y a pas de il faut. Il n'y a pas de il faut. Ils te disent les choses, tu les reçois, tu as intérêt à les recevoir comme il faut et tu les écoutes, mais c'est normal. Et puis tu renvoies à dire, bah oui, ok, on s'explique, on cause. Et puis quand c'est positif, mais c'est hyper gratifiant. Moi, j'ai des rencontres qui sont... Alors parfois des rencontres je ne soupçonnais pas, et je m'excuse avec tous les jeunes qui peuvent écouter, mais
Combien de fois il y en a qui viennent me dire « Ah Pascal, c'était génial, ce que tu te souviens quand on a fait ça, ça et ça ?» Alors oui... On avait dit qu'on le disait pas, ça. On disait, c'est vrai. Non, mais si, vas-y. mais pour moi, je trouve ça... je les remercie de me l'avoir dit, Ouais. parce que c'est pas que je me soucie pas d'eux, Ouais. mais pour moi, c'est tellement passé... Alors, c'est pas péjoratif. Normalement, pour moi, c'est normal, ça. La bonne communication, la bonne relation, la bonne discussion, si ça a donné quelque chose d'extraordinaire, ben c'est génial. Et moi, c'est pas grave si c'est pas quelque chose qui m'a profondément marqué, quoi. Tu as commencé très jeune le ministère, on l'a compris. Je t'ai pas demandé depuis combien de temps tu es pasteur. Depuis 91, donc ça fait 34 ans, 35 ans cette année. Quand tu regardes en arrière, 35 ans en arrière, tout ce parcours-là, est-ce que tu peux clairement dire que Dieu était là, que Dieu a guidé chaque instant, ou est-ce qu'il y a aussi des moments peut-être de doute, de questionnement? Bon, il y a toujours eu des doutes et des questionnements. Je pense que ça, c'est humain et je ne vais pas le cacher. Hein. Ça a été quoi tes plus gros doutes, sans peut-être rentrer dans des détails? Non, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Le plus grand doute, c'est souvent peut-être l'humain qui a forcément ses travers. Maintenant, parce qu'on se fait une image toute faite. Alors ça rejoint un peu ce que... quand je voulais absolument avoir telle chose, le lâcher-prise. En effet, contre le lâcher-prise, la maîtrise. Or, la maîtrise, c'est, voilà, on est chrétien, tout le monde se maîtrise, quoi. Non ? Ben non. Donc, tu te dis, il faut faire avec. Et puis, plusieurs fois, je me dis, mais c'est quoi ça, cette affaire ? Dans les relations, dans la façon de dire les choses. Alors très vite, je me retourne rapidement dans la Bible et je cherche quelque chose qui pourrait dire « Ah, alors voyons, le parfait bonhomme qui a bien été... » Ben, j'en trouve pas. Donc qu'est-ce que tu veux attendre au jour d'aujourd'hui, dans une situation compliquée de notre société, tout chrétien que nous pouvons être, et moi le premier. Donc moi, face à ces humains qui ne sont pas tout à fait très au clair, tout en étant chrétien, je regarde la Bible, je l'ouvre en me disant, je vais trouver celui qui est parfait, etc., en dehors de Jésus. Et comme je n'en trouve pas, Pascal n'attend pas quelque chose au jour d'aujourd'hui qui n'existe pas dans la Bible. Donc, alors, je ne me console pas comme ça. Je me dis... avec le Seigneur, qui était avec des disciples qui n'étaient quand même pas de tout repos non plus dans leur façon de parler, leur relation, fais pareil. Tu dis au Seigneur, tu m'aides, voilà, tu passes un problème, etc. Et finalement, lâcher prise aussi sur la maîtrise des autres. Exactement. Pascal, tu nous as préparé un texte. Comme c'est la tradition, tu sais, dans cette émission, puisque tu la suis aussi. Quel texte tu nous as préparé ? Alors, c'est un texte très court qui, pour moi, est une autre valeur, alors qui rejoint un peu mon caractère. Hein. C'est Paul qui parle dans Première Épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, 3 mots. Soyez toujours joyeux. Pour moi, ça fait partie des choses qui sont d'une valeur sûre, même quand ça ne va pas. Une valeur forte. Une valeur forte. Merci beaucoup, Pascal. Merci. D'avoir accepté de venir à ce micro, de nous parler de toi, de parler de ton parcours, de parler de ta foi aussi, de comment tu as été un repère. Enfin, tu as été... Tu n'es pas encore enterré, hein. Mais comment tu es un repère. Tu as été un repère pour beaucoup de jeunes, c'est ce que je voulais surtout dire. Merci beaucoup. Et puis, je te propose d'aller écrire sur notre mur maintenant des témoignages. Avec joie. Merci beaucoup.